Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième entretien avec Thierry Frémaux. Thierry Frémaux, bonjour. Bonjour. Entretien qui entre dans la série que nous consacrons à Bertrand Tavernier pendant cet été. La dernière fois, nous avons parlé de l'Institut Lumière, nous avons parlé de la cinéphilie, nous avons parlé des rapports de Bertrand Tavernier avec un certain nombre de cinéastes et de cinéphiles, les uns hostiles, les autres amis, avec des historiens du cinéma. On a un peu parlé de Lyon, peut-être pas assez d'ailleurs, parce que j'ai revu récemment l'Horloger de Saint-Paul, très récemment, 2 jours avant cet entretien, et j'ai été frappé de 2 choses, 3 je devrais dire. La première, c'est qu'en sortant de ce film, qui était en 1973, j'avais la plus grande envie de faire la connaissance de Bertrand Tavernier, ce qui ne s'est produit que des années plus tard. Les 2 autres, c'était que tout Tavernier est dans ce film, y compris les choses avec lesquelles je suis pas en parfaite sympathie, enfin en parfait accord. Et la troisième chose, évidemment, c'est Lyon. C'est Lyon, et ça me fait penser quand même que vous autres, les Lyonnais, parce que vous l'êtes aussi, Thierry Frémaux, vous n'avez pas eu de chance quand même, parce que votre tunnel de Fourvière, ça vous a complètement, si je puis utiliser un terme un peu grossier, ça vous a niqué. Ça a tué Lyon, et malheureusement, c'est peu probable que vous puissiez, enfin, que la ville puisse se débarrasser de ce grand bétonneur qu'a été Zizi Pradel, votre maire, et même la rénovation du vieux Lyon, du Lyon Renaissance, du Lyon presque italien, qui est extrêmement frappante et très réussie, mais ça n'a pas passé la frontière de Lyon. Il y a quelque chose et même tout le travail de l'Institut Lumière dont on aimerait avoir l'équivalent à Paris, c'est-à-dire, comme on l'a dit la dernière fois, cette cinémathèque qui n'est pas qu'une cinémathèque, mais qui diffuse et qui infuse dans la ville, ça n'a pas suffi quand même encore à rendre à Lyon son statut de capitale des Gaules, voilà. Mais c'est un regret, peut-être ne le partagez-vous pas. Après tout, c'est vous qui êtes lyonnais. Moi, je suis je suis un Aveyronais, c'est-à-dire un Parisien. Non, mais vous avez raison. Alors, il y a quelque chose, d'ailleurs, chez les Lyonnais, on a ça aussi en foot, où on se considère toujours comme mal aimé. Mais j'ai un peu le sentiment que dans un pays tellement centralisé comme la France, chacun se sent mal aimé là où il est. Sans doute que les Bordelais, les Strasbourgeois, les Lillois, les Brestois, enfin tous ces gens, les Nantais, enfin il y a plein de villes superbes qui, en effet, passent assez peu les frontières, ou plutôt ne se ramènent pas. Il n'y a guère que Marseille qui a réussi peut-être à créer une sorte de deuxième mythologie française, pas aussi forte que Paris, mais en tout cas plus forte peut-être que celle de Lyon, en effet. Les Lyonnais, en plus, étant un peu de cette typologie d'habitants, à la fois très fiers de ce qu'ils sont, déçus de ne l'être pas reconnus pour ça, et heureux quand même de rester discrets. Donc, oui. Et là encore, ça se voit dans le cinéma de Bertrand Tavernier. Oui, il y a aussi dans la représentation cinématographique de Lyon et de sa bourgeoisie, d'abord il y a la représentation que Lyon est une ville bourgeoise, ce qui est évidemment vrai et faux, mais aucune ville ne peut être que bourgeoise, encore que Paris est en train de le devenir progressivement, mais enfin, et je pense à un Revenant que vous citiez dans notre précédent entretien, où la peinture de la bourgeoisie lyonnaise est celle vraiment d'une bourgeoisie extraordinairement étriquée, avare, avide, et d'une hypocrisie sans borne. Enfin, effectivement, oui. Ce sont des portraits qui ne sont pas de nature à faire aimer la ville, contrairement à l'Horloger de Saint-Paul, ci-devant l'Horloger d'Everton, comme vous le rappeliez dans notre précédent entretien. On a parlé de votre duo à l'Institut Lumière avec Bertrand Tavernier, mais pendant toutes ces années, à partir du début de votre collaboration, est-ce que vous avez aussi suivi son cinéma, la fabrication de son cinéma? Évidemment, j'imagine que vous avez vu ses films. Vous avez vu ses films, mais est-ce que vous l'avez accompagné dans la fabrication de ses films d'une manière ou d'une autre?
Oui, oui, alors pas du tout sur le plan de l'écriture ou sur le plan de leur fabrication propre. Ils m'invitaient parfois, évidemment, à voir souvent les premiers montages. Ils m'invitaient en salle de montage. Mais c'était pas quelqu'un avec lequel il était très, très facile. Alors que je le fais beaucoup, par exemple, au Festival de Cannes. Je parle avec plein de réalisateurs. Tiens, là, tu devrais, là, je pense que, etc. Avec Bertrand, qui était sans doute le cinéaste dont j'étais le plus proche, je ne m'amusais guère à ça. Je pouvais lui dire des choses, je lui faisais des notes, mais je suis pas sûr qu'il en tenait tout à fait compte parce qu'il était assez, par exemple, il y avait toujours une bagarre et je suis pas le seul à l'avoir menée sur la longueur de ses films. Et il tenait bon. Il tenait bon, y compris à coup d'exemple propre. C'est-à-dire, oui, mais on m'a dit ça également pour Coup de torchon qui dépassait les 2 heures. Eh ben, t'as bien vu, ça n'a pas gêné le succès du film, etc. Bon. Mais j'étais quand même assez associé sur les projets, sur les difficultés. Je me souviens que L627, jusqu'à une semaine quasiment du tournage, si Claude Berry, dans mon souvenir, n'avait pas été là pour aider financièrement le film ne se faisait pas. Et puis il y avait des projets comme ça. J'étais presque et j'avais été de cette foule qu'on aperçoit dans l'un des derniers plans d'Autour de minuit, quand la production avait organisé un concert à Fourvière, qui était le dernier concert en hommage à Dexter Gordon, dont il ne restait que quelques images. Et j'étais allé évidemment on commençait à être copains, donc sur quel j'étais allé aussi sur La vie et rien d'autre. Et du coup, je m'intéressais beaucoup à ça, mais en même temps, je ne voulais pas. Je voulais garder la singularité de la place que j'avais. Je souhaitais aussi être pour Bertrand quelqu'un qui précisément incarnait Lyon, l'Institut Lumière, quelque chose d'à part et quelque chose d'heureux aussi pour lui. Quand je disais lors de notre premier entretien qu'il avait des manières assez peu orthodoxes de charmer les élus, mais aussi parce que moi je trouvais pas que c'était entre guillemets de son rang d'aller faire le président qui va chercher de l'argent, il fallait qu'il soit lui-même. C'est d'ailleurs ce que je lui avais assigné quand il m'avait vraiment appelé à ses côtés pour devenir le directeur de la maison. Je lui avais dit il faudra que tu sois toi-même. Notre plus beau trésor, c'est d'avoir ce que tu es, parce que tu es le cinéaste que tu es, mais comme cinéphile. Et lui, ça lui plaisait beaucoup. Donc en gros, et je crois que jamais je l'ai appelé pour lui dire ça serait bien que tu viennes, et qu'il m'a dit non, je peux pas. Il a toujours pu. D'abord parce que c'était son plaisir. Tu pourrais venir présenter un film où tout à coup, moi j'adorais l'épater quand je lui dis il y a André de Toth qui vient, qu'il n'avait pas revu depuis des années. Donc quand il y avait des cinéastes, ou alors des cinéastes qu'il ne connaissait pas, ou guère, il n'y a pas longtemps encore, Brian De Palma. Et là, tout à coup, la rencontre de ces deux géants, c'était tout à fait formidable. Et je voulais, moi, qu'il ait du plaisir à ça, car je savais que son plaisir était le mien, mais surtout, le nôtre était celui des spectateurs, pour lesquels, quoi qu'on en pense, on faisait aussi ce métier-là. Alors, plusieurs questions. Vous avez vu d'autres cinéastes travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit si je vous demande de caractériser la manière de travailler de Bertrand sur un plateau? Oui, à la fois la décontraction et la concentration. C'est-à-dire qu'il était à la fois très très sérieux et en même temps très chef d'équipe. D'ailleurs, quand on regarde par exemple le début du Juge et l'assassin, moi j'adore parce qu'il y a le générique et c'est la liste de tous les copains. Pierre-William Glenn, Tonton des Rois, puis Sophie Brunet, Zoé Verstraeten, enfin les scripts, les chefs opérateurs, les ingénieurs du son. Il avait, comme beaucoup de cinéastes, il avait quand même une belle équipe autour de lui, de film en film. Frédéric Bourboulon, qui a été son alter ego en production. Et il était incroyablement doux et secret avec les comédiens. Il les emmenait. Après chaque plan, on savait pas ce qu'il leur disait. Et c'est pour ça aussi que il y a eu chez les comédiens, on l'a vu, les comédiennes bien sûr, à l'occasion de sa disparition, des témoignages d'affection énormes parce que il y avait ça. Et puis, comme il allait chercher souvent des gens à contre-emploi, comme il allait chercher des gens qu'on n'attendait pas, qui étaient aussi pas des gens de la même famille. Il aimait bien les contre-castings. Puis il allait chercher aussi des jeunes comédiens au théâtre. Donc, bien sûr que
bien sûr que Raphaël Personnaz, par exemple, aurait sans doute éclaté tant il est pétri de talent, mais c'est dans La Princesse de Montpensier que soudainement il a été utilisé d'une façon que lui-même, jeune acteur, n'imaginait pas. Alors, autre chose, vous voyez beaucoup de films américains, vous voyez beaucoup de cinéastes américains. Et Bertrand avait un rapport très fort avec l'Amérique, dont on pourrait dire qu'il est un peu symbolisé par son rapport au western, dont il a été un passionné du western tourné, mais aussi un passionné du western écrit. Il a cette collection chez Actes Sud, dans laquelle il a fait paraître de formidables romans dédaignés ou regardés de haut par les éditeurs et par la critique française, parce que c'est des romans de western, et que forcément un roman de western, c'est une espèce de roman d'Arlequin avec des coups de pistolet, la collection Arlequin, je veux dire, avec des coups de pistolet. Mais Bertrand avait donc ce rapport très fort avec l'Amérique. Comment est-ce que vous voyez la manière dont les Américains accueillaient ou connaissaient, les cinéastes américains, je parle bien sûr, l'œuvre de Tavernier, s'ils la connaissaient? Non, il la connaissait. Il y a d'ailleurs eu des livres publiés sur son travail là-bas aux États-Unis, quand en France, il pouvait rencontrer parfois des problèmes de légitimité avec une partie de la critique. Quand il est mort, il y a eu des hommages tout à fait formidables. Il y a eu ce très beau texte sur Autour de minuit qui avait pour titre ce film que le jazz méritait. Et puis surtout Bertrand, mais par ses origines d'attaché de presse et de cinéphile, qu'il a raconté, que je lui ai fait raconter dans les différentes préfaces des différentes éditions de Amis américains, et puis dans ce petit livre qu'on a fait ensemble d'entretien qui s'appelle L'amour du cinéma, m'a permis de trouver une place dans l'existence. Il voyageait là-bas. Il est un enfant de l'après-guerre. Donc, il est un enfant du jazz, il est un enfant de la littérature américaine des années 50, il est un enfant du cinéma, donc du système des studios, des westerns et des films noirs, de tout ce qui faisait aussi que le cinéma était une culture bis, qui n'était pas toujours une culture officielle. Alors, sans revenir au plan Marshall et au plan Bloom-Burns, qui fait que Louis Jouvet, Gérard Philippe n'étaient pas très contents de voir tous ces films américains envahir les écrans français après la Libération, ça a quand même formé des générations de spectateurs qui soudainement ont découvert non seulement les films des grands ténors ou de ceux qui ne l'étaient pas, hein, et qui, grâce à Truffaut, grâce à l'équipe des Cahiers du cinéma, l'ont été reconnus comme tels, Hitchcock, Hawks, Ford, etc. Bertrand, lui, par génération, va aller chercher des cinéastes, non pas du deuxième rayon, mais d'une génération qui arrive, avec 2-3 plantages. Il va saluer Bud Boitiker, il va saluer Delmer Daves, bien sûr, il va saluer même Fuller, mais il va se tromper un peu plus tard sur Peckinpah. Il va se tromper sur 2-3 trucs parce que c'était déjà moins son cinéma. Mais moi, je suis très, très surpris, non seulement... et ça me plaît beaucoup qu'il aime comme ça à ce point. Moi aussi, ma génération, aimer le cinéma, c'était aimer le cinéma américain, mais le cinéma américain l'aimait. C'est-à-dire que moi, c'était un sésame absolu. Jeune directeur d'institution, voilà, on voudrait vous inviter, le président est Bertrand Tavernier, et là, toutes les portes s'ouvraient. Et on en a fait des voyages ensemble, on a présenté des films là-bas ensemble, et on a fait plusieurs tournées des films Lumière, et Bertrand était tout à fait, je crois, après Truffaut, le cinéaste français le plus connu, parce qu'il l'avait d'abord été comme journaliste, comme attaché de presse. Il connaissait littéralement tout le monde. Et comme il avait cette curiosité qui le faisait découvrir et saluer Soderbergh, comme de prendre soin de la santé de Michael Powell, qui était anglais mais qui vivait à l'époque à New York, oui, il était, et ça aussi sur le plan, si j'ose dire, humain, social, c'était une leçon de tous les jours. Et Dieu sait qu'il était parfois maladroit dans les rapports humains, mais pas sur le fond. Il avait une générosité très incroyable. Alors, vous m'avez devancé en parlant de votre autre œuvre commune qui sont Amis américains, les livres, la succession des livres. Mais avant, j'aimerais quand même, si vous en avez encore la mémoire vive, que vous nous racontiez l'une de ces tournées aux États-Unis avec Bertrand, notamment pour présenter les films des Frères Lumière, mais pas seulement. Comme ça vous vient, et dans la liberté qui marque cet entretien. On venait de fêter le centenaire du cinéma à Lyon,
en mars 95, que nous apprenons que l'Institut Lumière est récompensé du prix Melnovikov du Festival de San Francisco. Melnovikov était un critique américain mort prématurément, et je n'oserais pas dire du sida, mais à l'époque, San Francisco était évidemment la triste ville où mouraient beaucoup les gens du sida. J'ai montré d'ailleurs à Cannes, il n'y a pas très longtemps, un documentaire sur ces années-là qu'il ne faut surtout pas oublier. Et Melnovikov, Bertrand le connaissait, bien sûr, c'était un directeur de festival, un critique, il connaissait tout le monde. On reçoit ce prix et je me mets d'accord avec les organisateurs pour dire, si vous voulez, on pourra montrer des films Lumière. Et moi, j'avais l'habitude de les commenter, les films Lumière, à voix haute. Parce que souvent les gens, quand ils les voyaient, ils savaient pas ce qu'ils étaient en train de regarder. Et puis on fait quelques remerciements, Bertrand fait un discours magnifique, et puis le type nous dit, bon, maintenant on va regarder les films Lumière. Et on s'assoit, et Bertrand me dit, mais il n'y a pas le piano, où est le piano? Je lui dis, non, mais en fait, je vais commenter, et moi je parlais encore en anglais approximatif, et je lui dis, je vais les commenter en français, et toi tu traduis mot à mot. Et il dit, ah bon, t'es sûr? Je dis, oui, et on a fait ça. Et on a fait un numéro tout à fait formidable. Et du coup, le festival de Telluride nous a invités. En plus, c'était drôle parce que dans la salle, il y avait une sorte de vague. Il y avait plein de Français qui étaient là parce que les Français étaient honorés. Donc, ils riaient à certaines blagues que je pouvais faire ou de films qui étaient drôles. Et puis, après la traduction de Bertrand, qui lui-même rajoutait des trucs. Et au fur et à mesure, il a ajouté ses propres commentaires. Je lui ai dit, Bertrand, je l'ai pas dit ça. Oui, je trouve que c'est pas mal de le dire. Oui, alors après, c'est moi qui le disais en français pour qu'ensuite il puisse le traduire. Et à partir de là, c'est d'abord aux États-Unis, parce que c'est en France qu'on ne cessait de nous dire, arrêtez, les Lumières n'ont rien inventé, c'est Thomas Edison. Vous savez, cette chose aussi qui fait que, la ville natale du cinéma, si on était aux États-Unis, ils en auraient fait quelque chose. Ça n'est pas vrai. C'est les Français qui s'occupent de mémoire. Mais à l'inverse, c'est aussi les Français. La haine de soi, c'est quand même dans ce pays qu'on la trouve la plus répandue. Et il y avait un peu de ça. C'est toujours de Français que nous viennent l'opposition aux Lumières. Et encore une fois, une opposition qu'on écoute attentivement, parce que d'abord, c'est pas nos pères et nos mères, on s'en fiche. C'est la vérité historique qui compte. Et Bertrand, là-dessus, m'a permis aussi, moi, qui était un spécialiste, je ne veux pas dire un historien des Lumières, mais enfin, bon, de fait, oui, d'avoir aussi un regard de cinéaste. Et moi, je voulais que les Lumières soient réintégrées, non pas dans l'histoire de l'invention, mais dans l'histoire du cinéma. Et le regard que Bertrand a posé sur leur film a été aussi très important. Puis alors après, on a signé un contrat avec une boîte qui s'appelait Kino Vidéo et qui nous a invités dans les facs américaines et dans quelques institutions culturelles. Et moi j'en ai fait 3 ou 4, et Bertrand m'a accompagné 2 fois. Et on allait de ville en ville, dans les hôtels. Alors c'était formidable parce que chaque fois qu'on débarquait dans une chambre, on se dit, bon, rendez-vous dans 1 heure. Et hop, on se retrouvait 1 heure plus tard, et chaque fois, on avait regardé le même truc à l'époque sur TCM, Turner Classic Movies, et parce que on regardait des films tout le temps. Et oui, Bertrand, pour répondre à votre question, était très connu, très populaire, très demandé, très aimé. Mais il faut quand même dire les choses. On s'ennuyait pas, quoi. Le moindre dîner permettait de visiter pas seulement l'histoire du cinéma, mais l'histoire du jazz ou l'histoire. Bertrand, moi, m'a appris, mon histoire de l'Amérique, c'est la sienne. L'histoire de la guerre de sécession, donc l'histoire de l'abolition de l'esclavage, l'histoire des droits des minorités, toute une série de questions comme ça, et dans cette ambiguïté aussi où, à un moment, être de gauche, très de gauche, comme il a pu l'être, c'était sa génération, et être très pro-américain, y avait-il pas contradiction? Et lui prouvait qu'il ne pouvait ne pas y avoir contradiction, premièrement, en aimant des artistes qui n'étaient pas aimés eux-mêmes chez eux, et qui sont venus chercher la gloire. On va pas parler seulement de James Baldwin, mais qui sont venus chercher la gloire ailleurs qu'aux États-Unis pour retrouver le sacrement qui avait été fait par les intellectuels français. Oui, la gloire et la tranquillité. Et la tranquillité. La tranquillité. Et en effet, comme Baldwin et comme d'autres. Vous venez de dire à quel point vous aviez raconté l'histoire de Marty au Festival de Cannes, la manière dont il a
sorti de sa mémoire une connaissance intime d'une œuvre qui n'avait pratiquement pas été diffusée en France. Et vous venez de redire à quel point il entrait dans tous les détails. Vous connaissez les noms de presque jusqu'au premier Perchman. Est-ce que vous ne pensez pas que ça nuit à un moment donné? Je veux dire que, est-ce que ça ne l'a pas amené, cette connaissance intime du cinéma ne l'a pas amené à survaloriser certains films parce qu'il en avait vu un petit aspect qui était en effet très positif et il avait étendu cette positivité à l'ensemble d'un film qui peut-être ne le méritait pas. Je le dis parce que évidemment c'est une fausse question, c'est ce qui moi m'a frappé, il m'a recommandé comme à vous, comme à tout le monde, comme à tous ceux qui connaissaient, avec recommandé quelquefois même enjoint des films, de regarder des films dont j'ai été déçu. Dont j'ai été déçu, même si j'aurais pu, évidemment, à un moment trouver qu'il y avait tel passage mais c'est pas ça qui sauve un film. Est-ce que vous avez eu des expériences comparables? Oui, alors, il y a deux choses dans ce que vous dites là. Il y a, premièrement, est-ce que les grands auteurs ayant été sacralisés avant lui et sa génération, Bernard Martinand, Pierre Rissian, etc., Michel Mourlet, qui était un peu plus âgé, je crois, Jacques Lourcel, etc. Est-ce que donc, du coup, ils n'ont pas surestimé les auteurs qui pouvaient leur appartenir? Ce qui est toujours un défaut, je crois, de la passion en général et des cinéphiles. C'est pas aussi bien, mais c'est à moi. Comme c'est à moi, j'explique que c'est encore mieux. Il y a peut-être eu un peu ça. Et puis, la question se posait de son mauvais goût. Pour le résumer. C'est-à-dire qu'en effet, on était enjoint à découvrir et à aimer des films dont on essayait vainement de se rappeler pourquoi il avait été si enthousiaste après qu'on les ait vus. Qui est aussi une vieille stratégie de la cinéphilie, c'est-à-dire, je dis monts et merveilles de quelque chose que personne n'a vu sauf moi. Et donc, je me donne aussi un certain rôle. Rissian faisait ça beaucoup. Un certain rôle tant que personne n'avait vu le film, je pouvais continuer. Bon, mais en même temps, on s'apercevait que non, c'était pas du mauvais goût. Il mettait ça à la place où ça allait. Et surtout, et j'ai cru que votre question allait être ça, est-ce que sa boulimie, sa cinéphilie, n'a-t-elle pas masqué ou n'a-t-elle pas fatigué même ses interlocuteurs par une sorte de profusion permanente à brandir des noms non seulement de metteurs en scène et d'acteurs, mais de scénaristes, de vrais scénaristes, puisque la spécialité de Tavernier était aussi de connaître les vrais génériques, de savoir ce qui se cachait derrière certains génériques, qu'un tel avait signé tel film mais ne l'avait pas écrit, etc. Philippe Jordan, auquel on a consacré un chapitre dans Ami américain, était le spécialiste non pas de films qui n'avaient pas de prête-nom, mais il était lui le prête-nom, pas quelqu'un qui n'a pas pu écrire. Bon, mais à un moment on disait oui, d'accord, Tavernier, tout ça c'est de l'accumulation de connaissances, tout le monde peut le faire, mais la pensée, eh bien c'est pas vrai. Et il faut régler ça assez vite. La manière qu'avait Tavernier de parler de cinéma était tout à fait unique. Et ça n'était pas bien sûr, il pouvait nous raconter des anecdotes à n'en plus finir, et il faut bien confesser qu'on adorait ça. Et qu'il le faisait de façon très pédagogique. Donc ça nous incitait à vouloir en savoir autant que lui. Ça nous incitait, c'est terrible de voir Voyage à travers le cinéma français, parce que c'est ruineux. On a envie de voir tous ces films. On va acheter les DVD derrière de tous ces films qu'il recommande. Mais il avait une manière de penser les films qu'il aimait par la mise en scène et par le réel de la fabrication des films. Et là, il faudra un jour prendre le temps de reprendre un peu tout ce qu'il a raconté, qui n'était pas seulement de l'historique, qui était aussi de l'esthétique. Mais lui se méfiait évidemment des théories, se méfiait beaucoup des langages abscons. L'une des choses qu'on avait en commun, c'était, et je suis sûr que vous l'avez fait aussi, tel que je vous connais, c'était de s'échanger les phrases les plus absconses qu'on pouvait lire ici et là, pas seulement en cinéma, mais en art, en musique, ou même en politique. Bon, le langage qui n'était pas lié au réel, qui n'était pas vrai, et qui creusait ce gouffre entre, si j'ose dire, des sachants et des prétendus écoutants qui ne devaient faire que ça, écouter, ça c'est des choses qui le mettaient en rogne beaucoup. Oui, je me souviens que nous en avions comme ça une phrase, une sorte de mot de passe. C'était une phrase que j'avais trouvée dans je ne sais plus quelle revue qui parlait
d'un substantialisme naïf qui tend à hypostasier les fonctions, ce qui veut nécessairement dire quelque chose, mais je cherche encore quoi. C'est pour ça que Ça commence aujourd'hui, où déjà il dénonçait. Alors, je n'aurais pas employé ce mot dénoncer, parce que justement, c'est les choses qui pouvaient lui être reprochées. Mais enfin, c'était un film sur un prof d'école, un astit. Et déjà, quand même, tout était là. Si on avait réagi à l'époque à ce que le film disait, des questions des quartiers, de l'éducation nationale et de ces hussards de la République qui étaient les enseignants, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça se moquait beaucoup, c'était drôle, parce que c'était le début du jargon. Le jargonnage était le truc qui le faisait rire. Ça l'enrageait, mais ça le faisait surtout rire. Donc, il y a un moment, je crois, Philippe Forreton, qui dit, mais là, c'est quoi le référent bondissant? Et les gens disaient, mais c'est un ballon. Il dit, mais pourquoi on ne dit pas ballon? Parce qu'à l'époque, il fallait toujours employer les mots, et il n'y a pas que là. On revient on causait formidable. Alors, j'en reviens à l'Amérique, et je voudrais juste lire l'hommage que Jean-Louis Bourlange avait rendu à Bertrand Tavernier sur notre antenne et que nous avons publié sur notre site. Nul n'a aimé ou compris l'Amérique comme lui. De même que son regard sur la guerre n'est pas celui d'un antimilitariste primaire, c'est un amoureux de la paix mais qui comprend pourtant la psychologie militaire avec une finesse remarquable. Et puis l'histoire, voilà un homme qui savait que le présent sortait du passé, qu'il parle de la Régence ou de la guerre de 14-18 ou de l'histoire du cinéma. Ce sont là les grandes vertus d'un homme de droite et elles ont été portées par un homme profondément à gauche. Je pense que c'est une des plus justes analyses que j'ai lues de ce que j'ai compris de Bertrand Tavernier. Vous avez avec lui donc une deuxième collaboration qui est ces livres qui sont une série d'introductions et de présentations et d'analyses des cinéastes américains. Ça s'appelle Amis américains. Et il y en a combien d'éditions maintenant? Il y en a eu 3. Et il y a eu 4 même différentes versions de cette préface. Oui. Il fallait d'ailleurs qu'on regroupe tout ça en un seul livre. Moi, je l'ai fait comme cadet avec un aîné. Je voulais véritablement le questionner sur des choses qui m'intéressaient et qui jusque-là n'avaient pas été abordées, y compris puisque dans la précédente émission on évoquait les différentes générations cinéphiles, celle qui a du cinéma, celle de positif. Lui était un peu dans une sorte d'entre-deux. Il était d'ailleurs un compagnon de route des 2 revues. Et là, puisque vous citez Bourlange, homme de droite qui parle d'un homme de gauche, Bertrand aimait, disait-il, dire du bien d'Elmer Daves, signant des films pro-indiens dans les cahiers du cinéma, et de Samuel Fuller, cinéaste militariste, ou en tout cas issu d'une certaine conception dans Positif. Être de droite avec des gens de gauche, être de gauche avec des gens de droite, c'est aussi ce qui lui a permis... Il l'était naturellement, ça n'était pas un système. C'est ça. Et c'est aussi parce que je pense que ça lui venait aussi de son père. Oui. Qui était un écrivain, président du Pen Club, qui avait cette largeur d'esprit. Ça vient peut-être aussi, pour revenir aussi à l'une de vos questions, de son esprit lyonnais. Lyon est une ville... Alors j'allais dire au centre, non, parce que c'est pas la question d'être au centre. C'est toujours pareil, c'est l'équilibre, c'est pas la moyenne. Et Bertrand était dans une sorte d'équilibre. Il pouvait s'emmerder à parler avec des gens qui pensaient la même chose que lui, mais la question n'était pas de penser la même chose, la question était de s'emmerder ou pas. Et il pouvait s'amuser beaucoup, s'intriguer beaucoup de gens qui ne pensaient pas du tout la même chose que lui, mais dont il était curieux de savoir quelle était cette vision du monde qui n'était pas la sienne. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de ce point de vue-là avec lui. Oui, j'imagine. Je vous imagine tous les deux comme 2 chiens de berger, le vieux et le jeune. Et comme on sait, les chiens de berger, ça ne se dresse pas, ça s'éduque par affectio societatis. Et le jeune suit le vieux. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cet esprit dont vous venez de parler ne lui venait pas aussi de la guerre? Donc, il l'est connu, il était né en 40, mais qu'il a marqué comme tous ceux qui sont nés justement pendant ou juste après la guerre. Son père avait été engagé dans la résistance. Il publiait une revue clandestine. Ses parents ont caché Aragon pendant la guerre. Il me semble que j'ai 7 ou 8 ans de moins que lui, mais
on est marqué, je crois, par les mêmes événements, et il me semble que comme la résistance est quelque chose qui a appartenu à tous les camps politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, je veux dire, comment s'appelle-t-il, le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, venait de l'extrême droite, et Marcel Tillon venait de l'extrême gauche. Et puis dans les mêmes camps, on a trouvé des gens qui sont allés demander la reparution de l'humanité dans un cas et qui ont plus que collaboré ou qui sont entrés dans les Waffen-SS de l'autre. Du coup, la distinction politique, il me semble, mais je peux me tromper, c'est un peu le cas pour moi, et peut-être que j'ai tort de projeter ça sur Bertrand, parce que je n'en ai jamais parlé avec lui, mais la distinction politique existe, mais elle s'estompe quand même beaucoup, parce qu'on sait par le récit de l'histoire de nos parents qu'il y a un moment où l'appartenance politique n'a compté pour pas grand-chose, pour ne pas dire pour rien, que c'est face à l'événement, et c'est la réaction face à l'événement qui a fait que vraiment on retrouve les valeurs auxquelles on croit, ou bien au contraire on les perd. Mmh. Oui, d'autant que Bertrand n'était pas historien de formation, mais il avait lu beaucoup les historiens, les historiens de l'école française, de l'école des annales, donc savait aussi le poids de l'histoire longue, de la longue durée. Et savait bien aussi, c'est pour ça qu'il n'a pas tout à fait été un gauchiste au sens... je veux pas dire péjoratif, parce que c'est un moment important de l'histoire de France, mais il a été, je crois, vaguement trotskiste à un moment, peut-être. Alors il dit qu'il n'a jamais appartenu à l'OCI, qui était cette organisation trotskiste à laquelle appartenait Lionel Jospin. Il dit que lui et Pierre-William Glenn sont allés à plusieurs réunions, mais qu'il n'a jamais payé une cotisation ni demandé sa carte. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, c'était pas son truc d'être enrôlé. Non, on voit les de la même manière que homme de gauche, il était très très critique sur un Georges Sadoul, historien communiste du cinéma, et sur quelques autres, et sur certains critiques de l'humanité qui faisaient des critiques idéologiques du cinéma. Lui, c'était vraiment pas son truc, c'était l'histoire du cinéma et son esthétique. Mais en historien amateur, qui lui a fait aussi, comme cinéaste, dire et montrer des choses que disait Stéphane Audouin-Rousseau, l'historien de la guerre de 14, que les historiens avaient du mal à formuler par les archives, tout à coup, l'intuition artistique, par exemple La vie et rien d'autre, la question des disparus, du comptage des disparus de la guerre, l'obsession de Philippe Noiret dans le film. Il dit, c'est très difficile à expliquer ça en historien, et tout à coup, un film de 2 heures vous le fait comprendre. Et oui, il avait le poids de... Il adorait son père, avec qui il s'est pas toujours très bien entendu, mais il l'adorait littéralement, parce qu'il y avait le respect de... Et moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Je suis né, moi, en 1960, et aujourd'hui, on est, nous, traités de boomers. Parfois, je me dis que nous, on est peut-être la dernière génération à avoir admiré celle d'avant nous. C'est-à-dire, celle d'avant nous, c'est les gens qui ont fait 68. Et les gens qui ont fait 68 ont admiré les anticapitalistes ou impérialistes, anticolonialistes des années 50. Ceux d'avant, ceux qui ont fait la résistance, etc. Puis après, on est arrivé aujourd'hui à une génération où il faut jamais regarder en arrière, puisque tout est vieux. C'est aussi ça qui fait que je me suis très bien entendu, moi, avec lui, parce que moi, j'avais soif et hâte d'écouter les choses que je ne pourrais jamais connaître de mon vivant, puisqu'il fallait qu'on nous les raconte, puisque ça s'était passé avant nous. Et moi, j'admirais beaucoup ça. Et lui avait ça aussi. Il admirait beaucoup les gens, et alors de tous âges. Par exemple, il y a un immense documentariste américain dont j'ai plaisir à citer le nom, qui s'appelle Ken Burns, qui fait des grands films fleuves sur l'histoire du jazz, sur la guerre de sécession, sur l'histoire du Vietnam récemment. Arte, je crois, a montré ça. Sur l'histoire de la country music. Sur l'histoire de la country music, absolument. Et là, qui est aussi un homme qui est très actif pour le festival de Telluride dans le Colorado, où on allait beaucoup avec Bertrand. Moi, d'une certaine façon, je suis né bien avant Cannes à l'international là-bas, et grâce à Bertrand. Et y avait là entre les deux une connivence, et pourtant ils n'ont pas le même style du tout, de documentaristes. Bertrand faisait du documentaire d'auteur, pas du documentaire d'archives. Il n'y a pas une demi-archive. Enfin, si, il y en a une demi, il y a 3 secondes avant pour se moquer de Mitterrand dans La guerre sans nom. La guerre sans nom,
aujourd'hui, ce film sur les appelés de la guerre d'Algérie qui ne voulaient pas y aller, et pas seulement un film sur la guerre d'Algérie, mais un film sur les années 80, à l'époque où ce film a été fait, et sur cette génération de Grenoblois, paysans, ouvriers, cadres, riches, pauvres, même génération qui avait été embarquée dans cette manif pour protester contre la guerre d'Algérie. Et c'est en ça qu'on voit... de l'autre côté du périph', c'est aujourd'hui pas seulement le film qui nous dit ce que c'était qu'à l'époque, mais quel rapport on a, nous, aujourd'hui, avec ce qui se passait à l'époque, où rien n'a changé. Histoire de vie brisée, Sarkozy change la loi. Donc, il y avait aussi ça. Alors, comme un jour Serge Danet a dit que Tavernier était un très bon documentariste, souvent, ça a été répété après. On ne sauvait pas son cinéma de fiction, mais on disait non, par contre, en documentaire, c'est formidable. Et je pense que les deux, c'est tout à fait la même chose. Thierry Frémaux, je vous remercie. Je suis content que dans la fin de ce deuxième et second entretien, nous ayons parlé de Ken Burns. Tavernier avait une passion pour Ken Burns. Il téléphonait à la cour, à la ville, à la mer et aux poissons pour dire « Regardez ça ». Et il l'avait fait notamment à propos du documentaire sur la guerre de sécession, qui est un chef-d'œuvre. Mais il l'a fait aussi sur un sujet qui peut paraître beaucoup plus futile, qui est celui, le dernier, non, pas le dernier, parce que le dernier, vous l'avez dit, c'est sur le Vietnam, mais le dernier pour lequel Bertrand s'était enflammé et avait enflammé autour de lui, c'était le documentaire sur la country music, qui est aussi un chef-d'œuvre, mais pas seulement un chef-d'œuvre esthétique et un chef-d'œuvre de documentaire, mais un chef-d'œuvre de compréhension d'une partie et d'une époque des États-Unis, pays de vos amis communs, les amis américains. Thierry Frémaux, merci. Merci à vous.